Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bienvenue à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pilote Podcast. Aujourd'hui sur le thème de la phobie dans l'aviation. J'ai avec moi quelqu'un qui n'est pas étranger au studio puisque c'est Julien. Hello. Alors Julien va pouvoir nous parler et va venir parler du sujet et m'interroger. On va faire une interview croisée. Julien et moi, on s'est dit, c'est pas dur en fait. On avait tous les deux peur. Alors, toi, je crois que tu as toujours un petit peu peur de l'avion. Ouais, on va débriefer un petit peu. C'est de la peur sans être de la. Enfin, je sais pas. On va en parler ensemble. On va en parler ensemble. Alors du coup, c'est plus moi qui pose la question. On va intervertir les sièges. Et ouais, c'est moi qui prends les commandes. Et c'est toi qui prends les commandes. Alors je me laisse faire. Je me mets dans la peau de l'invité. Une fois n'est pas coutume. Et puis allez, je te laisse la main, c'est parti. Eh ben écoute, une fois n'est pas coutume, mais du coup c'est moi qui vais prendre la main. Ouais. Et du coup je vais te demander de te présenter, mais là on est vraiment dans le cadre du coup de l'aviation, mais du coup tu vas nous parler de ton expérience, mais dans un premier temps présente-toi en tant que tel, qui es-tu ? Alors Nico, alors pour ceux qui prennent le podcast actuellement, normalement c'est moi qui présente le podcast, c'est moi qui pose les questions aux invités. Là on a fait l'inverse. Alors phobique de l'aviation il y a quelques années. Ouais. Et puis en fait j'ai, on va dire entre guillemets, combattu ça. Et donc ancien phobique et aujourd'hui breveté PPL. Ok. Ouais. Voilà, le Grand Canyon. Sinon 41 ans. Ah ouais. Sujet qui fâche. Ouais. Marié, des enfants, et passionné d'aviation. Avec d'autres passions, mais en plus de ça, l'aviation qui est arrivée. Ouais, c'est ça. En plus de ça, l'aviation qui est arrivée. Et comment c'est arrivé ? Alors surtout moi qui te connais depuis plusieurs années maintenant, en tant que DJ, en tant qu'animateur radio, en tant que boulanger émérite. C'est vrai. Non, mais avec plein d'autres passions effectivement. Mais du coup, celle de l'aviation, ça arrivait un peu. Ça t'a pris comme un coup de fusil cette histoire ? Non, ça m'a pas pris comme un coup de fusil. En fait, alors pour rentrer dans le vif du sujet. L'aviation me passionnait autant qu'elle me terrorisait, on va dire. J'avais toujours coutume de dire que les gros avions me faisaient peur, mais pas les petits. Parce que j'avais en tête qu'un petit avion pouvait planer plus longtemps qu'un gros. Alors, j'ai appris plus tard que c'était pas forcément le cas, du coup. Mais voilà pourquoi je suis arrivé à ça. Alors, j'essaye de pas trop en dire pour pas devancer les questions. Non, mais c'est pas grave. Écoute, j'allais justement poursuivre puisque par le fil conducteur, la prochaine question était quel élément t'a poussé dans l'aviation de loisirs ? Qu'est-ce qui t'a poussé justement, hormis peut-être la phobie que t'as voulu combattre ? Ouais. Alors en fait, j'ai voulu combattre cette phobie. Le tout début, ce qui m'a emmené dans l'aviation, c'est quand je me suis acheté un simulateur pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Un peu, je me suis dit, en fait, le premier échelon, c'était pour moi de mieux comprendre. Et je me suis dit, je vais passer au simulateur. Et une fois que j'ai mis le doigt dans le simulateur, j'ai eu l'occasion de faire un vol d'initiation, on va dire d'essai, où on prend les commandes avec un instructeur. Et là, après, c'était mort. Ça y est, ça t'a convaincu. Ouais, l'essayer, c'est l'adopter. L'essayer, c'est l'adopter. J'ai mis le doigt dans la charnière. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'aviation de loisirs. Ok. Et du coup, à ce jour, ça fait combien de temps ? Ça fait... j'ai commencé en novembre 2000... que je dise pas de bêtises, 2023. Donc ça fait 2 ans, globalement. Ah ouais, quand même. Et breveté depuis 1 an. Quasiment. J'étais breveté au 15 novembre de l'année dernière, à peu de choses près. Un an pour se faire breveter, pour découvrir et s'initier. Et puis 1 an après, maintenant, de quoi on peut parler de freelance ? Comment ça se passe Ça fait 1 an que je vole tout seul, de freelance, oui et non, parce qu'on est toujours... on est toujours un petit peu drivé, on demande toujours des conseils un peu à droite à gauche, mais c'est vrai que la décision de partir ou non, elle nous revient. Donc il y a quand même une grosse prise de décision et une grosse conscience à avoir quand on prend le manche, quoi. C'est pas comme la voiture où on se dit je m'en vais faire un tour et non, là il y a différents éléments, il y a notamment la météo à prendre en compte et donc c'est un petit peu plus compliqué.
Et malgré que tu sois breveté, ça t'arrive quand même des fois de dire je vais peut-être demander quand même à un instructeur ou à un de tes contacts que tu as maintenant, puisque j'imagine que tu as des contacts, en disant j'assure le coup quand même. Alors en fait, moi j'ai une règle simple, c'est si j'ai un doute, il n'y a pas de doute, on part pas. Ok. Le moindre doute, c'est... Alors au départ, c'est un peu comme quand on est jeune ado, hein, pour couper le cordon, les premières heures qu'on fait donc brevet, post-PPL, on a encore besoin d'aller voir un instructeur en disant d'après toi ça va le faire ou pas la météo. Puis plus on avance, plus on prend un petit peu d'assurance et de galon, et plus on arrive à se débrouiller seul. Mais ouais, je garde toujours cette phrase, si j'ai le moindre doute, j'y vais pas. Ok. Et combien d'heures de vol à ce jour à peu près? Alors ça c'est la grande tradition de l'émission. Alors j'ai pas regardé à l'heure près, mais je crois que je suis autour des 140, 130. Enfin les 130 je dépasse. On va dire que je suis à 140 heures de vol. D'accord. Ce qui est pas mal sur un an, même d'avoir fait le PPL en un an, j'ai pas chômé. Ok, ouais, je me rends pas bien compte moi, mais... Je crois que la moyenne, sans exagérer, c'est 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Donc j'ai un peu... En fait, je voulais que ça aille vite. J'étais pas là pour enfiler des perles, clairement. Et tu continues à aller vite. C'est ton truc. Ouais, c'est un plaisir après. C'est un plaisir que je retrouve. C'est des sensations en l'air. C'est une tranquillité. Ouais. Quand on est en l'air, j'ai un des instructeurs, et je reprends cette phrase quand même, qui me dit que quand on est en l'air, on laisse ses problèmes au sol. Et on a une certaine tranquillité. Moi, c'est limite relaxant pour moi de voler. Quand je parle d'un vol tranquille, après, effectivement, on se met aussi dans le jus avec différents vols un peu plus techniques. Et où là, c'est peut-être ce qu'on recherche des fois. Ouais, c'est ça dépend. Soit ça va être challengeant, soit ça va être reposant, en fait. Ça dépend des deux. Et puis, ça peut très bien être un vol en famille, de détente, de découverte, qui permet d'être à la fois challengeant parce qu'il faut être safe et parce qu'on emmène des personnes, mais c'est aussi détente parce qu'au final, on passe un bon moment tous ensemble, quoi. Ça me fait un peu penser je bosse pour une marque où l'idéologie c'était the way out, ce qui veut dire grosso modo l'échappatoire en fait, tu vois. Ouais. Et ça me fait un peu penser à ça, tu vois. C'est un peu la trame du truc. Ouais. L'échappatoire, ça me plaît beaucoup, ça. En fait, il y a tellement de capacités à avoir pour faire voler un avion, pour être en contact avec la radio, avec les contrôleurs. Ça mobilise tellement de ressources qu'en fait, les problèmes, naturellement, sont évincés, puisque le cerveau fait la part des choses et il va à l'essentiel. Ouais, c'est ça. Et du coup, quelle place donnes-tu à ta passion au quotidien? Elle prend de la place. Elle prend de la place. Faudrait demander à ma femme. Elle va te dire que ça prend trop de place. Comme tu fais jamais les choses à moitié, Nico. Ouais, ça prend beaucoup de place, mais en fait, disons que c'est aussi d'un point de vue sécuritaire. Je pars du principe, et je me trompe peut-être, hein, mais vu aujourd'hui, je suis encore un poussin, hein, à 150 heures, on va arrondir, c'est que dalle. Et je pars du principe que si j'ai encore besoin de chercher quelque chose, si je n'arrive pas à faire les choses instinctivement, cet instant où j'ai besoin de rechercher, en fait, me crée, on va dire, entre guillemets, un malaise dans l'appareil. Et j'aime bien faire les choses d'instinct sans avoir besoin à chercher où sont les trucs. Ça me permet déjà, moi, d'être safe et de me libérer de la bande passante dans le cerveau. D'avoir des automatismes. Exactement. On parle beaucoup de bande passante. Et ça nous arrive des fois de saturer la bande passante en vol parce qu'il y a trop de choses à gérer. Et je considère que si déjà le pilotage est acquis et même devient un réflexe, c'est une partie de bande passante qu'on s'octroie pour autre chose. Okay. Donc c'est vrai que du coup, j'ai tendance à voler souvent. Ça prend du temps, hein, parce que quand je vole pas, je suis sur le simulateur. Mais moi, je vois ça pour le côté safe, en fait. Je me trompe peut-être, hein, mais c'est ma vision des choses. Ouais, c'est du perfectionnement, on va dire. Oui, c'est ça, du perfectionnement. L'apprentissage accéléré. Ouais. Ou pas, mais ouais, de l'apprentissage. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes sensations de vol et peut-être une anecdote aussi également à raconter ? Alors, les sensations, comme je te disais, c'est quelque chose de... Alors, c'est pas extasiant, tu vois, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant quand on fait décoller l'avion.
En fait, ce contact, ce moment où les roues décollent ou quittent le sol, voilà, bah, c'est là que ça commence. Ça peut être stressant. Autant pour décoller que pour atterrir, selon les conditions, ça peut être un peu stressant. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, comme je te le disais, le cerveau fait naturellement les choses. Et moi, j'entre, on va dire, dans un système de détente. C'est quelque chose qui me fait plaisir. Évidemment, j'en tire du plaisir, sinon je le referai pas. Mais voilà, ça permet de se libérer de certains problèmes. Ça permet une dure journée, ça peut permettre de décompresser et vraiment de faire autre chose, de faire une coupure, vraiment de se mettre en off. Là, un peu les sensations que je retrouve. Et puis, quand même, la terre vue du dessus, elle est belle. Au fil des saisons, on découvre des choses, des paysages différents, des choses toutes simples, mais comme faire le tour de Reims, par exemple. Moi, je regarde toujours ça avec des yeux d'enfant. Donc, bon, voilà, pour l'instant, j'en tire énormément de plaisir. Une anecdote en vol. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme anecdote en vol, hormis le World Trade Center? Non, pas encore. Une fois, j'ai cherché. Alors, ça va être très local pour ceux qui sont du coin, mais une fois, j'ai cherché. Je pensais être à Pruné, et en fait, j'étais. Alors, on va essayer de faire les choses simples. Je pensais être à Pruné, donc, et en fin de journée. On a ce qu'on appelle un voile d'inversion, c'est-à-dire que c'est le moment où de la température, il y a une inversion de température. Ça fait comme un brouillard, mais ça n'en est pas vraiment, hein. C'est assez typique à l'aviation. Et en fait, le vent me poussant également du côté d'Épernay, en fait, donc le voile plus le vent, je pensais être à Épernay, je pensais être à Reims, et en fait, j'étais à Épernay. Ah ouais, pas du voilà, tout. Pas du tout. Bon, après, voilà, je me suis repéré, il y avait la montagne de Reims. Ça permet de. Mais voilà, c'est encore une expérience comme une autre où on se dit, tiens, aujourd'hui, il fait hyper beau, je vais voler. Et en fait, le fait d'être les yeux en permanence au soleil, même avec des lunettes de soleil, on arrive à une saturation optique qui fait que on arrive à un moment donné où on perd quelque part son repère. Alors après, voilà, très vite, on est revenu là où on devait aller, mais voilà, j'ai eu cette anecdote-là. Et puis l'anecdote un peu drôle, c'est qu'on est parti avec une porte ouverte. Ouais. Et là, j'étais avec ma femme et mon gamin. Et on s'aligne, on décolle, on vérifie que les portes sont fermées, parce que dans la checklist, il y a un moment où on vérifie que les portes sont fermées. Ouais. Je vérifie ma porte, et pour moi, tu vois, comme quoi l'erreur peut arriver tout le temps. Et bon, à chaque fois, ce qu'on dit, l'essentiel, c'est de savoir y faire face. Et je pense vérifier la porte de ma femme. Enfin, en tout cas, elle me répond « Ok, porte fermée », mais je ne vérifie pas. Et donc, on s'aligne, on décolle. Et alors, ma femme sent que la porte est ouverte. Oh. Elle me laisse continuer de monter quand même. Et elle me dit tu vas rigoler, mais je crois que la porte est ouverte. Alors, elle n'était pas verrouillée. Donc, du coup, elle maintenait la porte avec sa main et elle était accrochée avec l'autre main au dossier de mon siège. Bon, après, il y avait pas. On est attaché avec des ceintures, donc. Il n'y a pas péril en la demeure. Il y a des avions, il y a des ULM qui n'ont pas de porte. Oui. Les autogires, il n'y a pas de porte, donc c'est pas dérangeant. Mais par contre, elle a eu cette présence d'esprit. Ouais, et cette présence d'esprit, surtout de me le dire avec un ton non alarmiste. Ouais. Ce qui fait que bon, voilà, on a refait un tour de piste adapté, on s'est posé dans la foulée, on a refermé la porte et on est reparti. Mais c'est vrai que. La porte est ouverte, je pense que je vais m'en rappeler un petit moment. C'était peut-être ta première anomalie de vol. On va parler plus d'anomalies, mais de problèmes techniques qui t'a imposé à te... Ouais, c'est vrai que ça a été la première chose où vraiment il fallait faire face et on va pas déclencher un Mayday pour autant, hein, mais c'est vrai que pour le coup, t'as dû aller te poser. Ouais, il a fallu se reposer. Alors après, on n'était pas loin, on était juste dans la montée initiale, mais encore une fois, elle a eu la présence d'attendre un petit peu.
Ouais. Parce que la montée est toujours, on va dire, entre guillemets, une phase un peu critique. De pression. Ouais, c'est ça. Et une fois stabilisé, elle me dit, moi, la porte est ouverte. Hein. Ça me fait un peu penser à un truc que j'ai appris, tu vois, par exemple, rien à voir, mais les sous-mariniers qui partent en mission pendant plusieurs semaines ou quelque chose comme ça, ils ont des nouvelles de leur famille, mais jamais, tu sais, c'est genre bonjour, ça va bien, machin truc, mais ils n'auront jamais de nouvelles catastrophiques, ils sont interdits de recevoir des... Et ça me fait un peu penser à ça, puisque elle a bien fait, du coup, dans une phase de montée ou une phase on peut appeler ça une phase critique. On peut l'appeler critique entre guillemets. Elle a eu la présence d'esprit de te laisser faire ce que tu avais à faire et c'est ça. De prioriser, pour le coup, elle a vraiment priorisé l'urgence. Tu l'as bien briefé. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Bon, écoute, on a fait un petit peu le tour, du coup, je pense, de ta présentation et de ta partie un petit peu expérience de pilote. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose que tu voudrais rajouter ou... On rajoutera au fil, là, pour l'instant, non. On peut rentrer peut-être plus dans le sujet du coup, de la phobie. Ouais, rentrons dans le sujet. Et là, on va pouvoir échanger en plus. Et là, du coup, on va pouvoir échanger. On enlève cette partie présentation pilote. Ouais, c'est ça. et parler du coup de plus de phobie. Donc toi, tu avais la phobie avant de commencer. Alors en fait, moi j'avais la phobie avant de commencer. Elle se caractérisait par quoi moi, clairement, j'avais peur de monter dans un avion. Ouais. Non pas du fait qu'il pourrait se crasher, comme la plupart des gens. Je sais que la plupart des gens ont cette phobie-là. Moi, c'était plus, on va dire, les conséquences intrinsèques. J'avais plus peur qu'il y ait, pour faire simple, un mec avec une ceinture d'explosifs qui nous fasse péter. Ah ouais. En fait, je voyais plus ça parce que avant de me lancer dans ce simulateur pour comprendre, je me suis dit, bon, les pilotes qui sont là, ils sont quand même pas là par hasard. On n'a pas pris de gugus sur le bord de la route. Donc, s'ils en sont là, c'est globalement, ils savent faire voler l'appareil. À l'altitude où on est, on a le temps de planer, de descendre. Et puis, pour être même tout à fait précis, à l'époque, je faisais un Paris-Nice. Donc, je me suis dit, Paris-Nice, il y a juste des aéroports partout. Il y a Bordeaux, il y a Nantes. Enfin voilà, s'il y a quoi que ce soit, on peut arriver à se poser. Donc, c'était plus, moi, le côté attentat terroriste qui me faisait peur. Ok, c'est marrant. Hein. Moi, je suis dans une toute autre approche. J'ai pris l'avion très très tard pour le boulot. Alors, ça devait être la première fois en 2015. Ouais. Un Paris direction Cracovie en Pologne. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, une belle expérience de vol. Mais j'avais peur sans avoir peur. Je pense que j'avais peur comme tout le monde parce que dans un premier temps, déjà, c'est l'inédit. Enfin, je veux dire, ça s'invente pas. Hein. Tu peux pas te... Je pense que tu peux toujours avoir des craintes la première fois que tu fais n'importe quoi. Donc, il y avait cette... Mais je pense que moi, c'était plus par rapport à un problème technique. De par mon travail ou quand tu bosses avec des mécaniciens et à faire des réparations de véhicules, on sait ce que c'est qu'une réparation, on sait aussi ce qu'est qu'un problème de véhicule et une panne. Ouais. Et du coup, je me dis, mais rien n'est infaillible en fait. Donc, mécaniquement, tout peut arriver. Donc, je pense que pour ma part, c'était un peu ça. Et du coup, un décollage comme il faut à Paris, de Paris. Et puis, une arrivée en Pologne sous une piste avec les pompiers au bout et compagnie parce que c'était une piste enneigée. Enfin, enneigée. Il n'y avait plus de neige, c'était déneigé, mais je pense dans des conditions en Pologne comme on peut imaginer en plein hiver. Donc du coup c'était assez marrant pour la première expérience. Ça n'a pas aidé à te rassurer en fait. Écoute, on était arrivé. Non, finalement ça a été. Je pense phobique à limite. À l'inverse de toi, c'est ce que tu disais dans ta présentation qui m'a fait sourire. C'est que moi j'aurais plus confiance dans un avion de ligne. Que dans un petit avion, tu vois, enfin un petit avion. Je me permets de dire ça, j'ai pas les termes peut-être adéquats, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est assez inexplicable cette sensation que j'avais. Ouais, c'est plutôt bizarre. Ouais, assez bizarre. Et du coup, cette peur de voler, cette peur de l'avion ou autre, c'est vraiment que les histoires d'intervention extérieure, mais après, il n'y avait pas la peur vraiment, tu vois, de l'altitude, le vertige ou des choses comme ça. Non, le vertige, non, parce que à juste titre, pour avoir le vertige, il faut être relié au sol. Et dès qu'on n'est plus relié au sol, effectivement, on n'a plus cette sensation, le vertige.
Je pense aussi, pour reprendre ce qu'un youtubeur disait, en fait, le fait de voler n'est pas inné. Il n'est même pas normal pour nous, pour notre cerveau humain. On n'est pas des oiseaux. On n'est pas conçu pour. Comme disait un philosophe, si nous, on vole, quoi qu'il arrive, on rejoindra le sol. Tôt ou tard, ça n'est qu'une question de temps. Oui, effectivement. C'est hyper philosophique. Et donc, je pense que du coup, vient en plus de cet aspect, on va dire, terrorisme, hein, on va dire entre guillemets, qui, selon mon analyse, était l'élément le plus probant. Je pense qu'il y avait aussi cette sensation de voler qui n'est pas naturelle, qui devait venir perturber quelque part quelque chose en moi. Ce que n'empêche que j'étais pas ultra rassuré dans l'avion. Ah ouais. Ouais. Ah, moi, tu vois, j'avais beaucoup aimé la première fois, je m'en souviens comme si c'était hier, de la partie décollage, la poussée, tu vois, par exemple, ça m'avait impressionné et j'avais trouvé ça, du coup, toujours, je pense, derrière, avec un aspect mécanique. J'avais trouvé ça incroyable, génial d'ailleurs. La montée était assez impressionnante. Après, en somme, le vol en lui-même, il n'y avait rien d'impressionnant. Oui. Un peu de turbulence, mais très légère. Et puis l'atterrissage s'était très bien passé, malgré effectivement les conditions que j'ai évoquées. Donc, pour ma part... c'était plus une appréhension de première fois. Et tu vois, on parlait du vertige. Oui. Moi, j'ai un peu le vertige quand même. Donc, moins en avion, enfin, pas en avion. Ouais. Mais j'ai toujours une sensation de mal-être un petit peu. Tu vois, par exemple, quand il y a un trou d'air ou quelque chose comme ça. Oui. Ou des fois, quand l'avion, il pivote comme ça. Et tu vois par le hublot, tu vois, par exemple, tu peux avoir cette sensation un peu malaisante, je trouve. Alors, c'est pas du vertige. Je sais pas ce que ça peut être, mais... je pense que c'est un peu une peur commune, tu vois, je dois pas être le seul. Comme on n'est pas fait pour voler, je pense que ça vient perturber un peu notre façon de voir les choses. Ouais, et puis je suis pas forcément habitué, tu vois, à faire des manèges, des choses comme ça. Oui. Il y a peut-être aussi cette idée un peu de non-habitude de l'oreille interne ou quelque chose comme ça, peut-être. Ouais, peut-être aussi, ouais, effectivement, ouais. Donc du coup, pour toi, ta peur, on peut dire que c'est une peur rationnelle ou irrationnelle les deux. Ça dépend le pays où tu décolles, ça. Ou le pays où tu vas. Les deux. Je dirais les deux parce qu'en fait, les deux sont explicables. Les deux s'entendent. Et pour preuve, il y a eu des attentats, il y a eu des erreurs humaines, hein, attention. Quand je revenais sur le fait que je disais qu'on prenait pas n'importe quel Pékin pour faire voler un avion, c'est vrai, mais pour autant, il suffit de regarder dans n'importe quel documentaire YouTube ou Netflix, on se rend compte qu'il se passe des crashs malheureusement qui sont liés à l'erreur humaine. Alors je pense qu'en fait tout ça se mélange, hein, il y a un mélange de tout ça. Mais c'est vrai que ouais, la première erreur pour moi, enfin la première cause pour moi, c'était plus, on va dire, le côté terrorisme. Il y a aussi ce que tu dis, beaucoup de crashs dus à l'erreur humaine, mais aussi beaucoup de situations rattrapées dues au pilotage. D'ailleurs, heureusement, il y en a même certainement plus. Mais, oui, c'est vrai, oui, il faut le dire, c'est vrai. Dû aux qualités humaines, on va dire, hein, parce que c'est pas l'ordinateur qui te... Enfin, arrête-moi si je me trompe, mais l'ordinateur te corrige, mais c'est pas lui qui va vraiment te faire rattraper une situation inédite. Après, c'est le sang-froid du pilote et peut-être l'expérience, même si l'ordinateur te guide. Ouais, je pense qu'il y a un garde-fou au niveau de l'ordinateur. L'ordinateur va permettre de ne pas faire n'importe quoi. Je pense notamment dans certains plus petits avions où il y a comme en voiture, il y a un ESP qui permet de limiter les inclinaisons de l'avion pour ne pas partir dans un virage engagé, par exemple. Donc l'ordinateur peut venir aider, il peut venir stopper, faire garde-fou, corriger. Maintenant, dire est-ce qu'il peut être à l'initiative d'un problème ? Oui, peut-être, avec un mauvais paramétrage où après on n'est pas dans l'ordinateur effectivement, mais le but du pilote est aussi de contrôler. Ouais, c'est toujours le pilote qui maîtrise. Exactement. Alors, t'es-tu déjà fait juger ou cela s'est-il montré contraignant dans certaines situations ? Alors ouais, dans le cadre de mon premier boulot, je dois dire qu'en fait, cette situation de phobie ne m'a pas aidé, on va dire, en termes de...
comment dirais-je ça, de persuasion de ma hiérarchie. C'est-à-dire que eux, n'ayant pas ce problème-là, pour eux, c'était complètement difficile à croire. Et c'est vrai que du coup, ça m'a mis dans une situation un peu inconfortable parce que, comme toute personne phobique, alors certaines personnes ont peur des araignées et ils peuvent faire 5 fois le tour de la maison sans s'expliquer pourquoi, mais parce que la peur les a envahis. Et moi, je me retrouvais un petit peu dans ce cas de figure-là et on attendait de moi une attitude un peu professionnelle, entre guillemets, et le fait d'être déconcerté par cette phobie, du coup, m'a fait manquer peut-être d'un peu de... on va dire physiquement de présence professionnelle. Donc ouais, je pense qu'il y a eu des jugements pour ça, il y a même eu d'autres, enfin, dans d'autres entreprises, si je peux vous donner une anecdote, j'ai même été jusqu'à supplier mon supérieur hiérarchique de me faire me rendre au lieu de réunion. Moi, je devais y aller en avion. Je vais faire je sais plus quelle ligne, et je lui dis mais enfin non, à un moment donné, si même s'il faut en mettre de ma poche, est-ce que tu peux me faire y aller en train? Parce que ça me semblait vraiment infaisable de partir seul en avion pour aller là-bas. Ouais, je pense que moi, pour ma première fois, tu vois, je suis parti avec des personnes de confiance déjà, qui eux avaient déjà l'habitude de prendre l'avion. Donc en fait, quand ils m'ont annoncé, voilà, on va aller en convention pour le travail en Pologne, ok, on y va du coup en avion. Ok. Et en fait, il y avait ce mélange de peur, le mot est un peu fort, mais de anxiogène. D'inconnu peut-être. D'inconnu, anxiogène, ouais. Mélangé avec de l'impatience, tu vois, parce que je connaissais pas ça et je me suis dit, en fait, je pense que ce qui me faisait le plus peur à l'époque, c'était déjà, en fait, tu vois bien, d'arriver dans un aéroport, de prendre ses billets d'avion et compagnie. C'est pas des choses auxquelles je suis habitué. Ouais. Dans une région où déjà le train, on le prend déjà pas, alors imagine bien l'avion. Trouver son terminal, etc. Ouais, voilà. C'est vrai que tout ça, ça peut être angoissant aussi. Anxiogène, carrément. Ouais. Moi, c'est des choses qui m'angoissent un petit peu, et puis après, en fait, comme je l'ai raconté une fois dans l'avion, tu te laisses porter. De toute façon, t'as pas le choix. T'es dedans, hein. C'est ça. Donc tu vois, c'est marrant, on a deux approches quand même un petit peu différentes. Toi, t'as vraiment quand même... Mais c'est pour ça que je t'ai proposé, parce que je pense que nos deux visions sont un petit peu différentes, mais au final, tu verras qu'elles finissent par se rejoindre. Enfin, il y a quand même des points de raccrochement. C'est un peu clivant, en fait, parce que tu vois, il y a autant, comme je dis, je pense que le mot peur, pour moi, il est un peu trop fort, mais il y a autant d'angoisse que d'excitation, en fait. Ouais. Alors, je suis pas emballé non plus dans le sens de dire demain je me forme pour conduire, tu vois, je suis pas, j'en suis pas là. Mais par contre, c'est quelque chose que je connais pas et c'est une sensation, mine de rien, que j'aime bien. Et je pense, hormis peut-être sensation aussi d'oreille interne qui peut être gênante, c'est peut-être ça qui me bloque d'ailleurs, tu vois, c'est la sensation de l'oreille interne des fois qui, tu vois bien, je ferais pas de la voltige par contre. Tu vois, demain tu me dis on monte dans un avion de voltige, on fait une session de voltige, je te dis non. Pour moi, c'est comme les manèges à sensations et compagnie, c'est pas du tout mon délire. Que moi maintenant j'y viens. À ce point-là. Ouais. Ok, bientôt Nico nous fera de la voltige. J'ai déjà pris rendez-vous. C'est pas vrai? Si. Mais non, tu vas nous en dire plus du coup. Ouais, non, en 2 mots. Non, j'ai juste, quand on a fait le podcast avec la personne qui fait la voltige, il a su me convaincre. Ah ouais? Ouais, je veux voir. Je te dis pas que je vais faire de la voltige par la suite, ou peut-être, je me trompe peut-être. Mais je veux voir. On va commencer par des choses simples. Écrire ton prénom avec le réacteur qui prend feu, par exemple. Par exemple. Mais rassurante. Voilà. Ok, alors, par contre, moi, je suis totalement... je crois même que même du sol te regarder en faire, je serais mal à l'aise. Non, si c'est bien fait, tu sens rien. Ah ouais, tu crois? On parle d'avion, là. Ouais, on parle bien d'avion. Quelle sensation avais-tu en vol, du coup? Une angoisse, une peur? On en a un peu parlé, mais...
comparé à moi qui était plutôt à moitié dans l'excitation ou dans le... Toi, c'était vraiment plutôt de l'angoisse, mais d'éléments extérieurs. Il n'y avait pas de peur mécanique, de peur de vertige. Non, il n'y avait pas de peur mécanique, il n'y avait pas de peur au sein du pilotage. Alors si, j'avoue que j'ai connu une remise de gaz. Ah ouais? Ouais, donc là on atterrissait à Figari en Corse, et c'est vrai que l'atterrissage à Figari en Corse apparemment est réputé comme un petit peu touchy. On était avec un avion. Alors on était, alors c'est un avion, ça reste un avion de ligne, mais un petit avion de ligne. C'est un ATR. C'est comme un avion de ligne, mais au lieu d'avoir 2 réacteurs, c'est 2 hélices. Ouais. Donc on va dire que c'est les petits avions de ligne. Et en fait, ouais, Figari, donc c'est une île en Corse. Et c'est la Corse. Et c'est vrai que ça bougeait un petit peu. Ouais, c'était mon 2e vol. C'était assez, ça chahutait quand même assez fortement. Et arrivé, donc on descend, on est sur le plan de descente, et bon, bah, on se dit que c'est bon, on va se poser, ça va être bien. Et à quelques, je dirais, j'aurais eu envie de dire centimètres, je pense qu'on était quand même plus en mètres, à quelques mètres du sol, en grosse remise de gaz, on est tous plaqués au siège. Et là, le pilote prend le micro et nous dit non, mais alors je le sentais pas, on va se représenter. Ok, bon. Oui. Est-ce que la 2e fois sera la bonne? Et ouais, la 2e fois était la bonne. Et au final, plus tard, j'ai appris que finalement c'était un geste noble de sa part, que de plutôt s'évertuer à vouloir poser absolument. C'est tout à fait très pro de sa part de faire une remise de gaz et de venir se représenter, quoi. Ouais, je pense que c'est un métier de feeling aussi, tu vois, de sensation. Oui. Ouais. Ouais, tu le sens pas, tu t'y reprends mieux, t'arrives mieux. Et après, ouais, c'est exactement ça. Je parle dans l'inconnu, mais j'imagine bien ça comme ça. Ouais, mais c'est exactement ça. Mais par contre, c'est vrai que c'est tellement soudain. Ouais. Que ouais, ça te donne un petit peu de sensation, quoi. Surpris, quoi. Ouais, c'est ça, c'est surprenant. Tu dis qu'est-ce qui se passe, quoi. Tu t'apprends à toucher le sol et non, perdu, ouais, ça redémarre. Et ça redémarre. Et sur le coup même, je pense que heureusement qu'il nous a très vite prévenus, parce que sinon on serait cru, je pense que je serais parti dans le délire, il y a une défaillance. Ouais, ou un détournement d'avion. Oui, peut-être. Ouais, du coup peut-être. Mais c'est vrai que quelques secondes après, il a pris le micro, il a dit non, mais pas d'inquiétude, remise de gaz, je le sentais pas, et on y revient, quoi. Ok. Bon, donc dans ton questionnaire à la suite, tu me marques, pourquoi combattre cette peur en passant le PPL? Alors du coup pour toi c'est encore plus farfelu puisque c'était plus une peur extérieure, on va dire. Ouais. Hein, c'est pas propre à l'aviation ou au pilote ou quoi que ce soit, c'était vraiment une peur extérieure. Et du coup, pourquoi la combattre en passant le PPL? En fait, je me suis dit, il faut combattre le mal par le mal. Comme je le disais un peu en intro, le début de l'histoire, ça a été de m'acheter un simulateur. Je voulais comprendre un petit peu le principe du vol. Je voulais comprendre pourquoi un avion ne tombait pas comme une pierre. C'est la physique, monsieur. Ouais, c'est ça. Ouais, on va dire qu'à l'école, j'étais plus près du radiateur que du tableau. Et du coup, en expérimentant tout ça, ça a commencé à me permettre d'un petit peu mieux comprendre les choses. Moi, j'ai même encore aujourd'hui, j'ai toujours coutume, et ça fait sourire les gens, mais je dis toujours que moi, le simulateur, c'est mon bac à sable. Ça me permet de tester tout ce que je ne testerai jamais en réalité. De savoir jusqu'où je peux contraindre un avion, etc. Donc là, c'est pareil, je le testais, j'ai commencé à apprendre à faire, on va dire, voliner, entre guillemets, des avions de ligne. Et je me suis dit, ouais, bon, là, si je commence à y arriver moi-même, forcément, les mecs qui sont devant moi et qui pilotent ça depuis des années, c'est la crème de la crème. Et alors, tu vois, petit à petit, je commençais à construire quelque chose qui me permettait d'avoir déjà encore plus confiance aux mecs, de comprendre comment l'avion volait, donc de faire confiance à l'avion en lui-même. Et ensuite, comment on arrive à en venir à passer le PPL? On fait un vol d'initiation, parce que ce qu'on a fait dans le simulateur, à un moment donné, on a besoin de le voir en réalité. Ouais. On a besoin de l'appréhender, de le comprendre, et puis de se dire merde, je vais me dépasser.
je vais y aller. Il y a certaines personnes qui le font, je reprends l'exemple des araignées, en faisant une immersion avec des araignées et en prenant des araignées sur elles ou dans leurs mains, ou ne serait-ce que d'accepter de la caresser d'un doigt. Là, je me suis dit, bah voilà, j'ai cette opportunité-là. Allez, banco, vas-y, donne-toi les moyens de le faire. Ça le fait ou ça le fait pas, il y a un instructeur avec toi, il ramènera l'avion et globalement, tu vas pouvoir le faire en toute sécurité. J'ai franchi le cap. Alors j'admets que les premières secondes j'ai quand même ressenti cette peur. Qu'est-ce que je fous là? Ouais, en fait même si j'avais fait pas mal de simu et que l'environnement ne m'était pas inconnu, voire même quand même assez familier, bah, tu te dis ouais mais là on vole quand même en fait. Donc il y a ton cerveau qui te rappelle, c'est ça, qui se met en route et qui dit attends, t'es encore en hauteur là. Ouais, c'est ça. T'es encore en train de faire un truc pas normal, t'as un warning qui se met en route. Et puis ensuite on te file le manche et là c'est différent parce que là tu te dis bon bah alors là maintenant on y est et après ouais bah, c'est un feeling qui se crée. J'ai pas tout de suite eu un feeling de fou, hein. J'ai fait 2 vols d'initiation avant d'avoir le réel feeling, mais on va dire que c'était en décalage. On va dire que je rêvais quand même que de faire le deuxième, hein. En vrai, ça commençait à être inscrit au fond de moi. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question, si c'était vraiment, tu vois, la révélation et genre, ouais, ok, bon, allez, c'est ça que je vais faire. Je parlerai pas de révélation. Je parlerai je parlerai peut-être même pas de plaisir parce que le premier vol que j'ai fait, tu découvres beaucoup de choses. T'es dans un environnement complètement inconnu. Ouais. T'as quand même une sacrée responsabilité, même si elle est limitée et elle est maîtrisée puisque t'as un instructeur avec toi. T'as quand même une sacrée responsabilité, donc du coup, tu ne prends pas tu prends pas l'entier kiff, on va dire, du fait de voler. Donc, on va dire que le premier vol, il y a une découverte, il y a un dépassement de soi, et ça a été vraiment qu'au second où là, tu te dis, ouais, là, ça y est, je connais l'environnement. C'était plutôt intéressant. Puis en plus, l'instructeur avec qui j'ai fait mon second vol d'initiation m'a donné la main sur énormément de choses. J'ai pu faire décoller l'avion tout seul, que normalement ils font le décollage et l'atterrissage. Il m'a vraiment parlé comme si j'étais un élève. Alors c'est pareil, hein, en amont, j'avais consulté un max de vidéos. Et t'avais fait du simulateur. J'avais intensifié le truc. Mais en fait, peut-être que le deuxième instructeur était plus à l'aise et avait plus d'expérience avec les élèves aussi, hein, c'est même probablement ça. Mais du coup, il m'a un petit peu challengé et ouais, il a su déclencher ce qu'il fallait, quoi. Il a su appuyer au bon moment sur le bon bouton. Comme on le disait, c'est un métier de feeling, hein, donc il a certainement ressenti ce potentiel en toi, ou de se dire, peut-être. Ouais, bah lui, écoute, on va aller lui donner un peu plus de responsabilité, ou on va voir comment il se débrouille ou comment il se comporte derrière le manche. Peut-être, et ça t'a peut-être déclenché quelque chose. Peut-être, ouais. Moi, en tout cas, j'ai adoré sa façon de m'aborder. De vraiment me faire confiance comme si j'avais déjà plusieurs heures de vol derrière moi. Alors qu'en réalité, non. J'étais au balbutiement du truc, quoi. Okay. Ça m'a vraiment poussé à aller plus loin. Je le remercie encore aujourd'hui. Donc du coup, combattre le mal par le mal, tu conseilles ça plutôt aux gens? Je pense, ouais. Pour toutes les phobies ou juste pour celle-là ou... Pour toutes les phobies, je te dirais que je suis pas encore arrivé au stade où je vais, quand je vois une araignée chez moi, je la caresse. Ouais. Tu vois, je suis au stade où je lui mets quand même un coup de chausson sur la tronche, mais ça m'enquiquine. Ouais. Je me dis, il me manque encore le petit truc pour la relâcher dehors parce qu'au final, elle a rien fait, cette pauvre bête. T'arrives pas à passer ce cap-là. J'ai pas encore réussi à passer ce cap. Le mec, il a passé le cap de prendre le manche d'un avion, de décoller tout seul, de partir. Pareil. Et puis là, c'est pas pareil. C'est une peur plutôt, en fait, on n'a pas parlé, mais de peur plutôt rationnelle ou irrationnelle. On n'est pas trop rentré dans le sujet. Mais c'est un peu la différence entre une peur, j'imagine, irrationnelle pour l'araignée, puisque, en fin de compte, il y a pas de raison en soi, hormis la peur de peut-être du physique de l'animal. C'est ça. Alors que là, sur la peur que toi tu avais, c'était...
Ouais, mais j'aurais tendance à dire que, tu vois, comme la peur des araignées, des serpents et tout ça, tu vois, c'est un petit peu mis dans le même panier. C'est quand même une peur qui nous a été transmise par nos ancêtres. Ouais. C'est une peur qui est assez héréditaire à l'homme. Et ouais, j'aurais tendance quand même à placer de près ou de loin le fait de voler, qui reste quand même, comme je dis, on n'est pas des oiseaux. Et je pense que c'est aussi... il faudrait poser la question à un psy peut-être, hein. Mais je pense que dans le fait de voler, il y a aussi... ce n'est pas si loin que ça que d'avoir peur d'un serpent ou d'une araignée. Il y a une capacité j'ai plus le mot, mais de redescendre génétique, à mon sens. Ok. C'est profond ce que tu dis, Nicolas. Ouais. On va écrire un livre. Oh. Alors aujourd'hui, quel plaisir tires-tu à voler? Et as-tu encore des appréhensions en aviation de loisirs? Alors, comme je disais, le plaisir, c'est de se dépasser. C'est à chaque fois, c'est un réel dépassement, moi je trouve. Les appréhensions, ouais, j'ai toujours un petit peu d'appréhension quand sur les phases critiques. Quand il faut faire décoller l'avion, c'est vrai que si on a une panne moteur au décollage, bon, c'est pas la situation la plus cool. On a coutume de dire dans l'aviation que quand le ventilateur de devant s'arrête, le pilote a très chaud. C'est une belle image. Hein. C'est vrai, on a très chaud quand ça s'arrête. On va dire que sur ces phases, et pareil, sur les phases d'atterrissage, t'es pas à l'abri d'un vent qui finisse par te rabattre au dernier moment. Donc c'est quand même des phases un petit peu critiques, entre guillemets, qui demandent un peu de concentration. Et pour cause, moi, souvent, je demande aux personnes qui sont avec moi de respecter un temps de silence au moment de l'atterrissage et du décollage, de façon à être vraiment focus sur ce que je fais. On va dire que c'est les seules peurs que j'ai aujourd'hui. Après, ça me traverse toujours l'esprit de dire là, je pourrais avoir une panne moteur. Mais tout au long de notre apprentissage PPL, on est aussi formé à ça. On nous apprend à repérer les endroits où on pourrait se poser. Moi, j'ai toujours coutume de voler relativement haut, voire même très haut. Toujours coutume de dire que moi, en dessous de 4000 pieds, je suis pas bien. Donc voilà, ce qui me laisse largement le temps de voir venir et de pouvoir anticiper un petit champ qui se prêterait le mieux pour se poser. Puis, j'ai quand même toujours... une appréhension parce que, encore une fois, voler n'est pas forcément naturel. Et après, ouais, quand il y a du vent, ça vient un petit peu chahuter. Voilà, tout ça rajoute un peu de sel au plat, quoi. Ouais, ça me fait un petit peu penser moins chez moi et peut-être chez toi, mais d'autres personnes ont un petit peu peur, par exemple aussi en voiture, notamment les premières fois où tu as le permis, tu as peur de crever, tu as peur d'une panne mécanique, je sais pas, tu prends l'autoroute, tu te dis mais si je tombe en panne, qu'est-ce que je fais, tu vois, il y a peut-être aussi ce début aussi là, et ce qui est normal d'appréhension, même si tu as un petit peu d'heures derrière toi quand même de vol, mais tu penses que ça va s'atténuer avec le temps ou tu l'auras toujours? J'espère l'avoir toujours. Parce que je pense que le jour où tu ne l'as plus, c'est qu'il y a une partie de toi qui commence à avoir peut-être trop confiance en l'appareil. Et qui dit confiance, c'est que tu deviens moins humain peut-être. Ouais, moins humain et peut-être moins attentif à ce qui pourrait t'arriver. J'ai un copain motard qui me disait, moi, dès que je commence à m'habituer et que ma moto ne me fait plus peur, je la relaisse au garage et je reprends la voiture. Ah ouais. Et je me dis qu'il faut toujours avoir une partie de crainte, parce qu'au final, cette partie de crainte te permet d'être sécure. À mon sens, le mec qui a plus peur de rien, il devient dangereux. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe dans les études. Je crois que c'est quand tu passes le cap des 100 heures, tu deviens potentiellement très dangereux jusqu'à 600 heures. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a une phase de découverte et tu deviens serein. Ouais, il y a une phase où tu commences à te dire c'est bon. Tu vois, il y a une phase de grosse prise de confiance. Ouais. Et il faut en être conscient que... Alors, ce qui est encore un autre point, mais c'est que beaucoup de pilotes resteront tout au long de leur carrière dans cette zone-là. Parce que pour certains, beaucoup n'iront pas jusqu'au cap des 600 heures. Et donc, c'est pour ça que je pense que, il faut... Cette appréhension que j'ai, je pense qu'il faut l'avoir tout le temps.
parce que sinon, tu vois, pour te donner un exemple qu'on connaît bien tous les deux, tu me diras pas le contraire, quand on commençait l'émission de radio, on avait toujours une phase de micro-stress à un moment donné. Et si tu ne l'as plus, c'est qu'il y a quelque chose qui va plus. Ouais, c'est vrai. Bon, pour autant, je l'ai pas trop eu, moi, tu vois. Je l'ai eu la toute première fois, ouais, parce que tu dis, je vais parler derrière un micro devant des gens. Mais après, en fait, moi, pour le coup, je l'avais beaucoup moins. Le seul stress que j'avais, c'était de savoir si toute la mécanique autour du studio pouvait aller fonctionner. Continuer de marcher. Mais, ouais, ou fonctionner tout de suite. Mais me sorti de ça. On en a eu des pannes. Ouais, on en a eu des pannes, ouais. Mais des moments de stress, à moindre mesure, je dirais. Et donc, pour toute cette expérience, on va dire, de vol, envisages-tu un avenir professionnel ? Non, alors en toute franchise, du haut de mes 40 ans. Ouais, je suis trop vieux. Alors pour le coup, on a été quand même assez franc avec moi en club. On m'a toujours dit j'ai commencé ma formation à 39 ans, ouais, ou 38, 39, c'est ça, 39 plus 2, 41. On m'a dit, bon, d'emblée, si tu veux partir dans la ligne, tu vas être trop vieux. Donc en fait, dès le départ, si tu veux, j'ai tiré un trait sur le truc. Maintenant, je me ferme pas de porte, mais j'ai pas l'ambition de me dire je vais être pro jusqu'à aujourd'hui. Je vois plus un avenir de loisir, voire même peut-être un loisir plus, avec quelques notions intéressantes qui vont me permettre d'être plus safe. Mais maintenant, dire je veux partir vers le pro, non, malheureusement, je suis un peu trop vieux pour ça. Et passer moniteur, peut-être, non ? Peut-être, ouais. Ça peut être une professionnalisation, je pense, quand même, mine de rien. Alors, oui, c'est une professionnalisation qui n'est pas nécessairement rémunérée, mais effectivement, il y a une transmission, c'est ça. Il y a une transmission d'un savoir, il y a le fait de faire découvrir. Et même de refaire, de retransmettre ce que j'ai vécu, de refaire découvrir à un jeune, à un moins jeune, cette sensation de voler, et pourquoi pas quelqu'un qui flippait comme moi. Hein. Voilà, c'est ça, de combattre le mal par le mal, peut-être d'être à toi. Exactement. De faire comme un peu une passation. Quoi. C'est ça, et de pouvoir lui dire, tu vois, moi je pars de là, je sais pas, j'étais flippé, j'ai un niveau bac plus 2. Tu vois, j'ai pas un niveau de dingue, hein, je suis pas ingénieur. Et voilà, j'y suis arrivé. Donc, tu vois, si toi, t'es moins flippé, t'es peut-être plus à l'aise, ou en tout cas, dans ta tête, t'es plus jeune, donc tu seras plus enclin à apprendre tout ce qu'il faut apprendre. Bon, voilà, c'est faisable. Juste donne-toi les moyens. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pour moi. Donc, faire instructeur, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa, même. Et du coup, à ce jour, dans ta pratique de vol, tu te retrouves avec des gens qui ont peur ou pas encore ou... J'ai pas encore volé. Parce que du coup, on parle du futur, mais pour le moment, est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Alors, j'ai pas encore... Alors, ma femme n'était pas rassurée. Quand elle a volé avec toi ? Forcément, elle connaît le guignol. Elle se dit, mais en fait, c'est lui qui va... D'accord, bon. Elle n'était pas rassurée. Non, après, au-delà de ma femme, j'ai pas volé avec des gens, on va dire, qui étaient phobiques ou qui avaient peur réellement. Mais voilà, je pense que je suis enclin à ressentir ce qu'eux ont ressenti. Et je pense même que leur raconter mon expérience pourra probablement les aider. Mais par contre, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait découvrir le vol à quelqu'un qui n'avait jamais volé. Et en fait, j'ai eu tellement de plaisir à voir cette joie qu'il avait dans les yeux. On a fait le tour du village, parce que je lui ai dit, on va aller voir ton village vidéo. Il a vu sa maison. Mais il était tellement heureux que ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, voilà, ce que j'ai fait là, non seulement je me suis dépassé, mais en plus, tu vois, ça permet de faire plaisir à un voisin qui avait jamais volé. Et je me dis, c'est cool, pour moi, la boucle, elle est bouclée.
passer. Ouais, après, c'est quelque chose qui est quand même pas anodin, hein, monter dans un avion. Alors, bon, un avion de ligne, c'est une chose, mais Ouais. je veux dire, dans un petit coucou, hein, je me permets Ouais. de dire la chose comme ça, mais je pense que monter dans un petit coucou et faire le tour, effectivement, du village ou de la région, du département, c'est pas anodin et c'est certainement d'ailleurs plus rare et plus. Plus intéressant, plus ludique et peut-être même plus de sensations, beaucoup plus d'ailleurs qu'un avion de ligne, quoi. Ouais. Donc, T'as plus de sensations, tu vois plus de choses, tu vis les choses parce que comme on est en contact direct avec le contrôle aérien, les passagers entendent ce qui se passe entre nous et le contrôleur aérien. Ils se rendent compte de certaines choses, notamment du système anti-collision qu'on a entre nous. Parce que même si le ciel est grand, on n'est pas à l'abri d'avoir un abordage avec un autre avion. En fait, ça leur permet d'aborder plein de choses. Et puis, comme le disait la personne qui avait jamais volé, que j'ai emmené voler, et il me disait, en fait, il ne pensait pas que c'était aussi carré et aussi sérieux. Notre préparation d'avion, tout ce qui se passe post-avion et ensuite dans l'avion quand on fait les tests moteurs, etc. En fait, contribue tout ça à le rassurer ou pas. Parce que d'autres personnes en fait se posent des questions. J'ai eu le cas inverse avec une personne qui se posait des questions. Elle m'a dit mais pourquoi tu fais tout ça? T'as pas confiance en l'avion? Enfin, il y a un truc. En fait, on lui explique que si, on a confiance. Et la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on dit, pareil. Voilà. Mais du coup, en tout cas, ces deux personnes-là se sont dit, mais en fait, c'est carré. C'est pas du truc. C'est pas tiens, vas-y, on attrape l'avion, on y va. Et puis voilà quoi. C'est quand même Très sérieux. Ouais, c'est très rigoureux. Il faut savoir qu'en plus, nous, pour avoir un emport de passagers, ça nécessite d'avoir volé un certain laps de temps si tu es un certain moment sans voler, tu perds cet emport de passagers. Et même si tu es trop longtemps, tu ne peux plus voler toi tout seul, il faut que tu repasses avec un instructeur, etc. Il y a beaucoup de choses, très carrées, notamment le fait qu'il faille faire 12 atterrissages et 12 heures de vol sur une année. Sinon, tu es obligé de faire une prorogation de licence. Tu n'as plus le droit de voler tout seul. Ouais, c'est très cadré, quoi. Ouais, c'est très cadré. Et, c'est pas le petit truc du coin, quoi. On joue pas à voler. C'est pas un jeu. Ouais. Non, ouais, c'est ça. C'est pas. Tu vas chez le premier loueur de karting et tu t'amuses sur une piste, quoi. C'est pas ça du tout. Beaucoup plus sérieux, quoi. Ouais, parce que si tu te casses la figure, il y a des maisons en dessous, il y a des gens. Enfin, voilà. Ouais, bien sûr. Il y a tout un. En fait, tu emmènes une énorme responsabilité quand tu voles. Ouais, c'est sûr. Et du coup, de fait d'avoir toute cette expérience-là, quand tu montes dans un avion de ligne maintenant... Quand je monte dans un avion de ligne, maintenant, j'ai d'autres peurs. C'est marrant, ça, du coup. Ouais, parce que... Alors, ce que je fais, moi, sur simulateur, j'ai tendance à penser que c'est les bonnes choses. Et... Je me dis récemment, j'ai repris l'avion il y a pas longtemps et je me dis non mais attends, pourquoi il ralentit pas là, il attend quoi, il sort pas ses volets, mais qu'est-ce qu'il fout le mec? En fait tu te crées d'autres peurs. Ouais. J'en rigole, mais c'est vrai que mais par contre je salue aussi la beauté du vol. J'ai fait un vol dernièrement avec un pilote, j'étais en passager. Et le mec a fait des super virages. J'étais comme un fou. Ébahi. Ouais, j'avais envie d'aller lui serrer la main et de lui dire franchement bravo. Et on était à la bourre. Et le mec a tracé comme gazé. il faut. Ouais, franchement. Mais mon prochain vol, je prendrai la place on appelle ça de PAX avec les pilotes, parce qu'on peut le faire quand on est breveté. Ah ouais? Ouais. Et j'essaierai de voir. Alors, toutes les compagnies ne l'acceptent pas. Ouais. Mais on peut le faire. Donc, j'essaierai Je l'ai fait pour mon fils dernièrement quand il a voyagé en avion. Okay. Il n'a pas voulu rester. Avec eux, ce qui est normal en PAX. Du coup, il a eu le droit d'aller voir le cockpit. Sympa. Ouais, c'est sympa. Mais du coup, je pense que c'est un peu comme en automobile, tu vois.
Moi, j'adore conduire. Hein. Par contre, je veux pas dire que je suis... pas parler de peur non plus, c'est un grand mot, mais je suis pas forcément à l'aise quand je suis avec quelqu'un qui conduit, quoi. Tu sais, t'as toujours un peu le réflexe de dire, il freine pas là, il faut freiner. Ouais, mais là. c'est ça. Tu vois, et je pense que c'est un peu retranscrit comme ça, sur une autre échelle, mais la sensation, elle est là, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, tu peux nous parler un peu de ta formation de PPL, de vol, d'initiation ? Ouais, alors en fait, l'idée de cette question-là, c'était en fait, je vais faire un mix des deux dernières questions. Allez, vas-y. Du conseil également que je pourrais donner. Exactement. Aux gens qui ont peur. Ouais, on parlait, t'es toujours sur la phobie en fait. Pour combattre cette phobie, s'il y a volonté de la combattre, hein, attention, c'est une obligation pour personne. Il y en a qui veulent rester, en tout cas qui se disent que il n'y a pas de lieu d'aller combattre cette phobie puisqu'ils vont prendre l'avion une à deux fois dans leur vie. Celui qui veut la combattre, alors oui, moi je lui conseille quand même de la combattre puisque aujourd'hui, preuve en est, c'est faisable et on peut même aller au-delà. Il y a des simulateurs aujourd'hui, il y a des simulateurs qui sont très très bien faits dans la région parisienne. Ça coûte un petit budget. Ça coûte entre 150 et 170 € selon les scénarios. Ouais. Mais j'ai un collègue qui l'a fait et ça l'a vraiment aidé. Lui on en a longtemps parlé au téléphone, et lui avait la phobie en avion qu'une aile s'arrache. Ah ouais ? Ouais. Il me disait, mais une aile peut s'arracher, ou les contrôles. En fait, lui, quand on en discutait, il me disait, mais il suffit que les contrôles ne soient pas faits par une personne sérieuse, il y a un bouillon qui se barre. Il était complètement phobique. Et en fait, il a fait donc ce simulateur, lui, donc c'était 170 €, je crois. Et le scénario, qui n'arrivera jamais, mais c'était les deux pilotes ont fait une crise cardiaque. Vous vous retrouvez à prendre les commandes de l'avion avec la tour de contrôle. Et en fait, un mec te donne donc par la radio la marche à suivre. En fait, et il s'est rendu compte qu'il a réussi à poser l'avion. Alors, dans certaines mesures, attention, on va pas faire le biais des, je sais plus, 60% des mecs qui se disent être capables de poser un avion. Exact, j'ai entendu parler de ça, ouais. c'est pas dans ce truc-là, mais avec certaines conditions, notamment pour donc les connaisseurs qui nous écoutent, une aide à l'atterrissage, un ILS catégorie 3, donc qui permet vraiment une prise en charge complète de l'atterrissage. Le mec, en suivant les conseils du contrôleur aérien, a réussi à mettre l'avion en face de la piste et à poser l'avion tant bien que mal, mais il l'a posé. Et en fait, il a compris que l'avion n'allait pas se désintégrer en vol, qu'il n'allait pas se casser, qu'une aile n'allait pas s'arracher, etc. Du coup, je te pose la question un peu farfelue de... Selon toi, qu'est-ce que toi tu penses de ce genre de choses ? Est-ce que tu dirais que n'importe qui peut poser un avion avec ce genre d'aide et compagnie ? Pas tout seul, tu vois, en ayant une aide. Mais est-ce que tu penses que demain, n'importe quelle personne bien constituée, bien entendu, peut poser un avion avec des aides, avec une le but c'est pas de dire vous formez pas, en fait c'est tout simple, mais de dire il y a possibilité, il y a des aides, des choses qui sont mises en place où globalement tout le monde, n'importe qui pourrait éventuellement poser à moindre mesure, donc dans quelques conditions. On va pas dire qu'il va le poser parfaitement du mieux, mais je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas d'atterrir, on va dire. Je pense pas parce que là, il était dans un simulateur, donc sans stress, sans rien. Là, tu te retrouves dans un cas de figure où t'es pas dans un simulateur, c'est ta vie qui est entre tes mains. Tu as aussi la vie des gens. Je pense que tu as un facteur de stress qui est tellement énorme et qui a une très grande chance que tu perdes tes moyens. Et ensuite, tu es face à... Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'environnement, même avec l'aide, je pense qu'il va être perdu. Ouais, du coup, en te posant la question et en t'écoutant répondre, je me suis mis un peu, tu vois, j'ai vu genre les films qu'on voit où les mecs, ils arrivent, ils prennent l'avion comme ça, ils y connaissent rien et tant bien que mal, ils arrachent le train avant, mais ils arrivent à poser l'avion. Ça, c'est du film, quoi. C'est du film complètement. Et dis-toi qu'avec, je sais plus, je dois avoir quelque chose comme 700 ou 800 heures de simulateur. Aujourd'hui, ça m'arriverait
Honnêtement, déjà, je ne sais pas dans quel état de panique je serais. Ouais, quelle réaction tu aurais? Ouais, alors en faisant le malin, je me dis, si c'est un Airbus, je tenterai le coup quand même, foutu pour foutu. Mais je suis même pas certain de ne pas être paralysé par la peur quand même, tu vois. Ouais. Et alors après, je dis ça, mais en connaissant les vitesses d'atterrissage, en ayant quand même passé pas mal de temps Ayant des notions, quoi. en ayant des notions. Maintenant, je ne connais pas les ressentis que l'avion me procurera. Donc, tu vois, même en ayant tout ce capital de connaissances et d'heures sur simulateur, je suis très loin de là de dire que je serais capable de... Peut-être je tenterai le coup quand même. Et peut-être même les... Alors moi qui n'y connais rien, là, c'est des questions subsidiaires parce que ça me tombe comme ça, mais peut-être même, entre guillemets, tu serais perdu devant le cockpit puisque rien... Est-ce que un cockpit ressemble à un autre cockpit? Ouais, chez Airbus, oui. Alors après, si on est dans un Boeing... Parce que toi, tu as fait du simulateur, oui. Effectivement. Mais Ouais. sorti de ça, si tu n'avais pas fait de simulateur de vol, que tu n'avais jamais vu un cockpit de... T'es paumé. Tu peux pas t'y retrouver. Tu C'est peux pas t'y comme dans retrouver. une voiture où tu dis, bon, ok, là c'est le volant, Ah là non. c'est la boîte de vitesse, il y a 3 pédales, allez go, le doigt sur la Non, couture et on non, y va. Tu peux pas t'y retrouver. Ok. Et surtout, tu peux pas, comme une voiture, où dire, mais si je vais pas vite, je vais y arriver en allant pas vite. Un avion, il y a une vitesse minimale à ne pas atteindre, puisque sinon l'air n'est plus suffisant pour le porter. On va faire simple. Ouais, c'est Et là, l'avion, physique. c'est ça. Et là, l'avion tombe. Pour le coup, soit comme une pierre, ou soit il vrille et il tombe d'un côté. Et là, c'est autant dire que c'est dramatique. T'as tout un savant mélange de principes de vol à appliquer. Non, et je pense que quelqu'un qui n'a jamais volé, hormis si on retire le côté de la panique et de la peur, même si on arrive à retirer ça, je vois pas par quel miracle Il pourrait poser l'avion. C'est impossible. Ça me paraît compliqué. Ouais. Ouais. Honnêtement, ça me paraît très compliqué. Ouais, ok. Ouais, je m'étais dit, tu vois, genre, t'as une personne au bout du téléphone, mais genre, tu vois, comme dans les films, hein, qui te dit, bon, alors là, c'est le levier de la poussée, machin truc. Tu vois, genre, t'es assez haut en altitude, donc, entre guillemets, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as plus ou moins le temps d'apprendre en 5 minutes, d'apprendre les commandes, quelles commandes c'est, la poussée des gaz, le machin, le truc, et d'orienter la personne au mieux pour arriver à... Mais je pense que ça va être vraiment trop... Si c'était si facile... Ouais. Alors ça se après, ouais, et puis ça dépend du moment. Si le plan de vol a été rentré, l'avion va pouvoir suivre le cheminement aussi. Ah oui, c'est vrai. Si ça arrive, c'était au milieu du vol, par exemple, l'équipage a rentré le plan de vol, l'avion va suivre le plan de vol, il va passer par les points, puisqu'il y a des points, par lesquels il va passer. Il va probablement adapter, même certainement, il va descendre de lui-même, il va se mettre à la bonne altitude, etc. Et n'empêche qu'il va falloir déclencher l'approche. Et pour déclencher cette approche automatique dont je parlais, l'ILS, il y a une façon de le capter, il y a un angle pour le capter, il y a une altitude pour le capter qui est différente de chaque aéroport. Donc, mais ça, la personne lambda, si elle ne l'a pas en tête, déjà rien que là, elle va peut-être capter une fréquence parasite, parce que ça m'est déjà arrivé pour le coup, si t'es trop haut, tu penses capter le guidage et en fait tu pars n'importe où parce que en fait il capte une fréquence parasite. C'est quand même assez pointu de capter cette aide à l'atterrissage et ouais non, honnêtement je vois pas comment ça peut être possible. Ok, ça n'existe pas encore d'avoir, tu sais, genre les pilotages à distance. Ça viendra peut-être. Ben ouais, tu vois, ça vient de me tomber sous le sens et je me dis, en fait, tu vois, procédure d'urgence, tu pourrais. Alors t'as des avions qui le font, hein, ça rentrer aujourd'hui. des coordonnées, tu vois, Ouais, où l'avion prend automatiquement. Alors le landing assist, ouais, je crois que c'est Cirrus qui fait ça. C'est des avions de luxe de voyage comme nous, hein. On va dire que c'est du petit avion, du petit moyen avion. Et effectivement, ils ont sorti un landing help qui te permet d'appuyer sur un bouton pendant 3 secondes par l'équipage, par les personnes qui sont dans l'avion, si le pilote fait une crise cardiaque et n'est plus en mesure de poser l'avion. Et au final, ce landing system va capter l'aérodrome le plus proche, il va descendre et il va se poser tout seul à l'aérodrome le plus proche. Ouais, énorme. Ça fonctionne.
Je crois que c'est Cyrus qui le fait fonctionner. Et, il y a une autre marque, mais je veux pas dire de bêtises. Mais ouais, ça c'est en place et ça fonctionne. Mais sur des avions qui sont que tu verras jamais en aéroclub, c'est des avions qui sont inaccessibles. Ok, on va pas faire de politique, mais il faut toujours se méfier de Cyrus, quoi. Exactement, c'est ça. Et c'est on voit hein, peut-être un jour sur Airbus, hein, effectivement. Bah, si c'est ou même sur Boeing. Ouais, de toute façon, si c'est une technologie en devenir, il y a de grandes chances que ça puisse être, pourquoi pas de série. Hein, ça serait un truc intéressant et intelligent à faire, je pense. C'est vrai. Bon, du coup, on a pas mal parlé de la phobie, on a pas mal parlé des plans de vol, machin truc et compagnie. J'ai envie de te laisser un petit peu le mot de la fin. Est-ce que tu as des choses à dire, des choses pour lesquelles on aurait passé un petit peu. On avait 45 minutes pour discuter ensemble, on a mangé un petit peu le sablier. Mais écoute, on a fait 1h04, mais ça va aller. Alors, le mot de la fin, pas tout à fait à la fin, parce qu'il y a... il y avait des questions subsidiaires. Il y a les questions flash, ouais, tu connais l'émission. Je vais essayer de les adapter pour toi. Ah, vas-y. C'est des questions, et puis du coup, je te les redonnerai, puis tu me les poseras. Ouais. C'est des questions. Alors c'est vrai qu'elles sont assez orientées finalement pilote, mais on va dire voilà, si t'étais pilote, mets-toi dans le principe que t'es pilote. Vas-y. Et on va tester ça et après on fera le mot de la fin. La première question c'est es-tu Boeing ou Airbus? Airbus. Ah, vol de voltige ou promenade? Ah bah promenade. Oui. Alors bon là ça a commencé à être un peu dans une drôle de langue pour toi, mais pour faire simple, tu préfères le GPS ou on va dire un vieil ancêtre du GPS qu'on appelle le VOR ou la bonne vieille navigation à la carte? Oh, la carte, j'ai envie de te dire non. Celui du milieu, je vois pas trop à quoi ça pourrait correspondre. J'ai envie de te dire le GPS, même si en fait j'espérais que dans tes réponses tu aies entre guillemets une réponse où ce soit à la vue, toi, tu vois, à l'œil. Alors à la carte. À la carte, ouais. Je pense que c'est sympa. Avec moteur ou réacteur, toi, t'es plutôt moteur, alors, gros petits avions ou gros avions, quoi. Ouais, je pense que je serais tenté de te dire plutôt réacteur. Je sais pas pourquoi, j'y ferais plus confiance. C'est ouais, bête, hein. Pourquoi pas. Mais la sensation devrait être différente. Je m'y connais pas assez. Théoriquement, c'est plus fiable. Ouais, théoriquement, c'est plus fiable. Ouais, alors là, ça va pas te parler, mais bon, alors vent de face ou vent de travers, on parle pour l'atterrissage, mais ouais, mais je vais te répondre vent de face. Bon, ok. Vol aux instruments ou vol à vue? Je dirais plutôt vol à vue, parce que je me mets dans la peau d'un pilote, que ce soit d'avion ou d'autre chose, et je pense que c'est essentiel aussi de savoir. C'est de l'expérience. Ouais, c'est vrai. Dans les atterrissages, tu préfères le kiss landing ou le hard landing? Le kiss landing. Ouais, voilà. J'allais dire. Tu préfères quand c'est doux? Quand ça tabasse ou quand ça lèche? C'est ça. En l'air ou au sol? Plutôt en l'air. Ah ouais, quand même, malgré ça. Bah ouais. Ah, tu vois. Seul ou accompagné si tu pilotais? Ou même, lors d'un vol en avion. Accompagné. Ouais, c'est plus sympa. Ouais. Et enfin, avec ou sans moteur? En gros, tu préfères un avion ou un planeur? J'ai jamais fait de planeur, mais je pense que je préfère un avion. Je serais pas serein dans un planeur en fait. Tu dois avoir une sensation de non-contrôle qui doit être un peu frustrante. Ouais, j'avoue que c'est vrai. T'as déjà fait du planeur? Jamais. Ah mais jamais. Et ça me tente pas. Mais on va en reparler. Je vais essayer de pas faire dans le même ordre, comme ça fera peut-être plus ludique. Vas-y. Ouais, si tu veux. Allez, on va faire GPS, ou VOR ou carte, du coup. Moi, je suis de la team... Je suis de la team GPS. GPS aussi. Ouais, mais pour les points, pour faire... on va dire GPS. On va pas rentrer dans le détail. Ok. Vent de face ou vent de travers? Travers. Ok. Moteur ou réacteur? Alors, je vais en rajouter une, je vais dire turbine, mais on va s'approcher du réacteur quand même, pour la fiabilité.
Ok. VFR ou IFR, c'est-à-dire avec les instruments de vol ou vol à la carte, j'imagine. Ou à vue, ouais, c'est ça, vol à vue. Ou alors, bon, bah, moi, en tout cas, à l'heure actuelle, VFR, parce que je suis VFR, donc voilà. Ok. Seul ou accompagné? Ça dépend de la situation. Accompagné quand même. Le plaisir de faire découvrir des choses. Ouais, faut pas être égoïste quand on vole. C'est quelque chose qui se partage. Ok. Je pense que à ta place, peut-être en ayant le diplôme et les heures de vol derrière, peut-être que j'aurais répondu seul, tu vois. Ah ouais? Ouais, parce que je me vois par exemple en faisant du vélo, tu vois. Autant j'aime bien être accompagné parce que tu vois pas le temps passer et compagnie, c'est ludique. En revanche, rouler seul, j'adore. Et je pense que voler seul, ça doit être un peu près pareil. Tu te retrouves seul avec toi-même. Ouais, ça dépend. Et oui. je pense que ça peut être, je sais pas, j'aurais peut-être dit. Ça dépend, vraiment, ça dépend du jour. Moi, il y a des jours où je vais partir seul. Effectivement, ça te permet d'être en face de toi-même, quoi. Mais ouais, faire découvrir quand même à quelqu'un d'autre, ouais, c'est quand même d'être à deux à partager, c'est quand même bien. Ok. Boeing ou Airbus? Oh bah Airbus. Airbus, incontestablement Airbus. Ok. Voltige ou vol promenade? Alors promenade, mais avec une sympathie pour la voltige. Ok. Du coup, kiss landing ou hard landing? Kiss landing, mais c'est mon sport. Moi, je milite pour que dans les sports de voltige, il y ait un jour une épreuve. Alors, je sais pas comment, hein, mais où on va pouvoir mesurer je sais pas comment dire, le taux de contact entre la roue et le sol. Mais moi là-dessus, mais je m'inscris, mais d'office. Ah ouais. Ah ouais, je suis un militant pour ça. Il faut faire des championnats de kiss landing, les gars. Ouais, c'est pas bête. Ouais. S'il y a quelqu'un qui m'écoute à la FFA, il faut faire ça, le championnat du kiss landing. FFA, Fédération Française de l'aéronautique. De l'aéronautique. Ouais. Ok. Du coup, avec ou sans moteur? Avec moteur quand même, on a moins chaud. Mais sans moteur, c'est tellement plus calme. Ah ouais, ok. Enfin, sans moteur. Moteur ralenti. On fera l'expérience, si tu viens avec moi, de voler en plané. Ouais. Et c'est reposant. Tu verras. Moi, j'adore faire ça avec mon gamin. Quand t'as fait 1 heure, 1 heure et demie où t'as entendu le moteur donner en permanence, de faire les derniers nautiques moteur réduit et te laisser descendre, c'est d'un calme et d'un repos olympien. Okay. Ça me fait penser, quand tu dis ça, je vois le film Dunkerque, où à la fin en fait, du film, il a plus de carburant et t'entends le moteur s'arrêter. Et t'as cette image et cette sensation de planeur, mais ouais. C'est assez... Ben là, c'est ça. T'as le planeur et t'as le plaisir d'entendre quand même le moteur au ralenti. Ouais. Tu te dis, il est là s'il y a besoin. C'est cool. Ben là, c'est un peu ça. Il ralentit le moteur pour économiser, je pense, les restes, et puis il finit par... Mais en fait, et même quand on est en vol avec un instructeur, etc., quand on parlait tout à l'heure de bande passante à être trop, on sature. Moi, ça m'est arrivé de me mettre en rotation, on fait un cercle, moteur réduit, et là, t'as la charge. Ouais, t'as la charge et la cavalerie qui baisse, et ça permet de se recentraliser, de dire bon, voilà, j'en étais là, on reprend là, voilà, ça permet d'avoir une capacité de bruit en moins qui t'aide. Ok. Et du coup, pour finir, au sol ou en l'air? Oh ben en l'air. En l'air, c'est vrai qu'en l'air. On y est mieux. Oh bah ouais. Alors ça dépend des conditions. Hein, ouais, c'est sûr. Mais ouais, d'une façon générale, en l'air. J'ai répondu aussi en l'air, puisque finalement sur Terre, on sait ce que c'est. Et là où c'est le plus déstabilisant, le moins habituel, c'est plutôt en l'air. Donc voilà, c'était pour ça. Ouais. Et le mot de la fin, bah ouais, j'aimerais dire quand même à tous ces gens qui ont peur en avion et ceux pour qui ça fait souffrir de passer le cap, d'aller dans les aéroclubs, de faire des vols de découverte, parce qu'on a parlé de vol d'initiation où on prend les manettes en main. On peut faire un vol de découverte où on se laisse
on se laisse conduire par une personne qui va vous faire découvrir les alentours de chez vous. Et ça permet d'appréhender la chose, de démystifier le truc et de pouvoir comprendre. Donc je pense que ouais, il faut le faire. Moi, ça a été professionnellement parlant, ça aurait pu être compliqué. J'ai eu quand même des personnes qui ont compris cette phobie. Donc ça sert à rien de se bloquer à cause de ça. Ça vaut le coup de se donner un petit peu et au final d'aller plus loin et de peut-être dépasser ça. Et je crois qu'on en avait un tout petit peu parlé, et là en fait le thème de l'émission c'était notamment la phobie. Je crois que la fois où j'ai eu le plus peur en avion, ouais, c'est la fois où devant nous, j'étais avec ma collègue, il y avait une femme qui, bon, pendant tout le vol, tout se passait bien, elle réagissait pas forcément, elle était avec son enfant puis son compagnon. Et par contre, à chaque fois qu'il y avait des trous d'air, elle pétait un plomb. Mais elle devenait hystérique. À mesure regardée, elle n'était pas non plus hystérique à tout envoyer. Elle restait dans son coin, mais elle se tenait la tête. Tu vois bien qu'elle était vraiment pas bien. Et ça me mettait plus en stress ou plus mal à l'aise que à la limite si y a un trou d'air, moi l'avion ça m'a pas forcément perturbé. Mais en fait c'est là où je me suis rendu compte que c'est hyper communicatif et que j'ai pas vraiment eu d'énormes peurs ou de phobie, le mot est un peu fort, mais par contre ouais, les plus mauvaises sensations c'est cette fois là quoi. Ouais. C'est assez, et alors, en fait il faut imaginer que l'avion c'est comme un bateau sauf que on remplace l'air par l'eau. Ouais. Et l'avion suit les mouvements d'air. Alors, bien sûr. On en a eu un, nous, dernièrement. J'ai eu l'impression qu'on tombait, mais non-stop. Enfin, ça dure même pas une seconde en réalité. Mais j'ai eu la sensation de tomber éternellement. Mon gamin, on s'est regardé, on s'est dit waouh, il était énorme celui-ci. Mais en fait, il faut comprendre que l'avion est prévu pour. Ça n'est rien pour lui. C'est même complètement normal. Imaginez un bateau dans l'eau, tout simplement. L'air a autant de remous que l'eau dans la mer. Ouais, ou une route avec une bosse soudaine, enfin un creux soudain. C'est la même chose. Des fois, on a un peu la même sensation en voiture, tu vois. Exactement. Ça descend d'un coup. Ça descend d'un coup et c'est un non-lieu hein, pour un pilote. Ça fait partie du jeu. Nous, on est habitués à ça parce que ça nous arrive tout le temps et notamment souvent l'été. Mais voilà, c'est un non-lieu. Et du coup, si vraiment vous voulez dépasser, je vais pouvoir le citer parce que il m'a donné son accord et il va venir dans le Pilote Podcast. Donc du coup, je lui fais un petit peu de pub. Mais il y a un Instagrammeur qui s'appelle Mathieu le Stewart qui a sorti un bouquin et qui va aider les personnes qui ont peur en vol. Ce bouquin a pour vocation en fait d'aider, de rassurer et de faire comprendre ce qui se passe dans un avion en vol. Et il cartonne dans les librairies, c'est un livre qui est énormément acheté. Et si vraiment vous avez peur en avion, montez en avion avec ce bouquin, lisez-le et vous allez voir qu'en fait il va réussir à... Son but c'était d'être à côté de vous en tant que steward, mais comme il peut pas le faire physiquement, il le fait avec son bouquin. Ok. Donc si ça peut vous permettre de vous rassurer, voilà, c'est un élément en plus. Mais voilà, il faut dépasser sa peur et puis il faut y aller, quoi, tout simplement. Ok, c'est un joli message. En mot de la fin, moi je vais saluer Nico, il se reconnaîtra, mon cher Nico du Pays Basque. Ah. Et je lance une pierre dans l'eau parce que Nico bosse un petit peu dans l'aéronautique. Ah. Et oui. Et j'y ai pensé, je me suis dit peut-être que ça pourrait être sympa si jamais il voulait passer à l'antenne, peut-être de parler de certaines choses, à voir, ça peut être intéressant dans le domaine de l'aviation, d'avoir aussi lui son côté, mais plutôt côté fabricant pièces et compagnie, ça peut peut-être être sympa. Avec plaisir. Donc, Nico, à bientôt. Avec plaisir, le studio lui est ouvert et les micros aussi. Il va aimer. Bon, merci à vous les amis, merci à toi Julien. Grand plaisir. D'être revenu dans ce studio, oui. Ça faisait combien ? 3 ans qu'on n'avait pas fait d'émission ensemble. Peut-être loin 3 ans, je sais pas, si longtemps que ça. Ah ouais, ça fait un petit moment. Okay. Il y a de la poussière sur ton micro. Mais ouais, ça fait plaisir. Retour aux sources. Je vois que les réflexes sont toujours là. Oui. Ça fait toujours plaisir. C'est toujours du bien. C'est cool. Merci à toi Julien. Merci à vous les amis d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Spotify, sur Apple Podcasts. Ça fait vraiment plaisir. Les chiffres se sont envolés sur
Apple Podcast. Donc merci à vous. Si vous aimez ce podcast, partagez-le entre vous, entre pilotes. C'est pareil, si vous êtes en club, si vous voulez intervenir sur Pilote Podcast, si vous faites partie de l'aviation, si vous avez un métier qui est en rapport avec l'aviation, c'est pareil. Les portes du studio vous sont ouvertes. Pilote Podcast, c'est une émission pour parler de notre passion commune qui est l'aviation. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai au sein du studio et derrière un micro. Bonne journée à vous les amis et à très vite. Ciao. Ciao, bye bye. Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler.